Chapitre dernier vraiment dédié au PIC, ça va être sur l'architecture l'assembleur du PIC 18. Et donc déjà on se remet un petit peu dans le lien avec le matériel. C'est que on a le processeur qui est décomposé en étage de fetch, décode, étage d'exécution. Et donc voilà, on a tout qui est là. Et rappel, le jeu d'instruction logiciel. S'il vous plaît. On est en cours là, Octavien. Et donc la partie ISA, Instruction Set Architecture, est liée au jeu d'instruction, mais au matériel également. On se rappelle de ça. Et donc du coup, voilà, on va essayer d'étudier un petit peu le jeu d'instruction pour essayer de comprendre un petit peu comment il travaille avec le matériel et comment ces instructions-là sont décomposées, sont constituées. Donc déjà, on a plein d'instructions différentes. Si on va à la datasheet, elles sont décomposées en certaines catégories. Ici, on a la première catégorie qui est les opérations orientées octets. Donc là, on manipule les octets dans leur intégralité. Alors ce qu'on voit, c'est que c'est principalement quand même des instructions qui sont liées à l'unité arithmétique et logique. On a du add, on a du end, on a du clear, on a du décrément, on a du incrément, on a du IOR, donc inclusive OR, on a du move, donc de l'affectation, multiplication, négation, RLC, RRC, on a abordé ça très rapidement. C'est rotate left et rotate right qui permettent du coup de faire un décalage logique. On a set qui permet de mettre tous les bits à 1, on a du sub qui permet de faire une soustraction. Et on a du XOR ici. Voilà, globalement, toutes ces instructions-là qui permettent de manipuler du coup des octets. Ce qu'on peut observer sur ces instructions-là, on peut regarder c'est que toutes ces instructions-là, déjà, sont des instructions, si je dis pas de bêtises, toutes, sont des instructions qui sont sur 16 bits. Donc, elles prennent, pour la plupart, un seul cycle. Non, il y a le MoveFF, pardon. Le MoveFF qui a un cas particulier. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre dans ces instructions-là, on voit qu'on a toujours 8 bits qui sont FFFF. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on est censé stocker là-dedans, à votre avis? Des adresses. Des adresses, ouais. Il y a juste le move FF, qui lui, on a 2 fois 12F. On reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est. Sur pas mal de ces instructions-là, on a le bit A, qui est là pour choisir si on travaille avec l'Access Bank ou le Bank Select Register. Et sur certaines de ces instructions, on a le bit D qui permet de choisir la destination. Est-ce que je stocke le résultat dans le registre W ou est-ce que je stocke le résultat dans le registre F que j'ai donné en adresse? Et l'avant-dernière colonne, c'est quoi? C'est statut. Si on peut affecter un statut, c'est des flags que ça peut... Alors c'est pas... On va affecter... Ouais. C'est les flags que ça met à jour. C'est les flags qui sont mis à jour par l'instruction. Okay. On va prendre une instruction, par exemple, le clear F. Son but, c'est de tout mettre à 0. Okay. Ce qu'elle va modifier, c'est uniquement le bit Z. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle vienne contrôler le bit négatif ou le bit overflow. Okay. Par contre, si je prends une addition, je peux avoir un 0. Il suffit que j'additionne un nombre positif, un nombre négatif de même amplitude, voilà. Je peux avoir négatif. Si j'additionne deux nombres négatifs, ça peut rester négatif. Enfin, ça reste négatif. Je peux avoir une retenue. Je peux avoir un débordement. Si j'additionne un nombre positif, un nombre négatif, je peux avoir un débordement. Bref, en fait, tout ça fait que, selon les opérations, je peux prendre une autre opération, par exemple, qui est juste l'opération test. Test F. Je teste le registre et je skip si ça vaut 0. C'est juste un test. Là, je n'ai pas d'opération réellement faite. Donc là, dans ce cas-là, par contre, je vais avoir none, aucun bit de statut mis à jour. Okay. Je vais les lire pour l'opération, mais je ne vais pas les mettre à jour. Autre famille d'instructions, on a les opérations orientées bits, cette fois-ci, non pas orientées bytes. C'est assez rare dans les architectures microcontrôleurs d'avoir des instructions orientées bits. Ici, on en a 5. Il y en a 2 que vous connaissez, voire 3 que vous pouvez connaître. Ouais. BCF, les BSF, Bit Clear in File, Bit Set in File. Il y a le BTF aussi, BTG pardon. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé BTF. Qui est le bit toggle. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci on va toggle le bit. Et le changer d'état. Pardon? Et après, BTF SC et BTF
BTFSS, ce sont bit test file, bit test in file, et je skip si le bit est clear ou je skip si le bit est set. Okay. Donc là, pareil, on peut tester un seul bit uniquement d'un registre. Par exemple, vous avez fait la fonction switch unread. Quand vous faites, vous avez par exemple sûrement fait un port bbits.port b4. Voilà. Et ben c'est possible de réaliser ça aussi avec un bit test file skip if clear ou skip if set pour voir si vous rentrez dans le if ou pas. Okay. On a ici tout ce qui est opération de contrôle. Il y a deux instructions qu'on connaît déjà, c'est le goto et le bras, qui sont des sauts inconditionnels, des branchements inconditionnels. Okay. On va voir c'est quoi la différence entre goto et bras un petit peu plus tard. Et on a tout ce qui est branchement conditionnel. Vous voyez, la lettre qui suit le B, en fait, c'est le nom du flag, au final, dans le registre de statut. D'accord? Branch if carry, branch if négative, branch if overflow, branch if 0. Voilà. Et vous avez la version inverse qui est proposée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme instruction que vous peut connaître? Le call, qui permet d'appeler une fonction. Return. Le return, qui est là, qui permet de revenir une fonction. Juste au-dessus, on a un poil au-dessus. Ah, c'est le ret FIE, le return from interrupt. Ok. On a l'instruction sleep qui permet de mettre le processeur en veille. Donc c'est une instruction. Voilà. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il y a le nope qui est là. Il y en a deux nope. Il y en a une où tous vos zéros, tous les bits sont à 0, et l'autre où les 4 premiers bits sont à 1. Ok. On va y revenir, tiens, d'ailleurs. Pourquoi on va y revenir? Si on a le goto... Ouais, le goto, regardez le goto. Il est sur 32 bits, sur deux mots. Ok. Le goto, il va stocker l'adresse de l'instruction à laquelle on va sauter. Cette adresse-là, elle est sur 20 bits. Donc 20 bits, vous vous doutez bien que ça ne tient pas sur un seul mot de 16 bits. Donc comment ils ont fait? Eh bien, ils ont utilisé 8 bits là pour coder le goto. Donc c'est le 1110 1111. Ensuite, sur les bits restants, ils ont calé les 20 K qui sont l'adresse. Et regardez sur le deuxième mot, c'est quoi les 4 premiers bits? 1111. Nope. Et ben ouais. Du coup, ce qui fait que c'est compris comme un nope. Okay. Ça veut dire que, effectivement, cette instruction-là, je la décode. Je sais que, en la décodant, le deuxième mot sera un mot qui va m'intéresser. D'accord? En fait, ce sera juste la suite de l'adresse. Du coup, j'exécute pas. Je stocke juste le résultat de l'adresse. Okay. Et d'ailleurs, si vous regardez, partout où vous avez du call, vous avez du goto dans le désassemblage qu'on appelle au service de la mémoire programme, après chaque instruction goto, après chaque instruction call, il y a un nope. En fait, il commence toujours par 1111, et après, c'est le reste de l'adresse à laquelle vous avez sauté. Parce que voilà, je ne vous ai pas dit goto, mais le call, c'est exactement pareil. Regardez. Le premier mot, c'est 111011S. Non, c'est bizarre ça. Branche 0 call. Non. Ah oui, non, pardon. Ouais. Parce que le S, justement, il permet d'activer les shadow registers, qu'on a évoqué un petit peu avant, mais on oublie ça. Et le deuxième mot de mon call, c'est le 1111. Et puis après, le reste de l'adresse. Yes. Donc voilà, opération orientée octet, orientée bit, opération de contrôle. Et là, on a les opérations avec les littérales. Donc là, le point commun que vous voyez un petit peu partout, c'est que je peux stocker une valeur sur 8 bits. Okay. Il y a une exception. Pour la banque. Le MoveLB, ouais. Où en fait, effectivement, je stocke que un nombre compris entre 0 et 15, puisque ma banque, mon BSR d'ailleurs, n'a vraiment que 4 bits à l'intérieur de son registre. Ok. Pardon? LFSR, oui, parce que lui, tu moves un littéral 12 bits vers un FSR. D'ailleurs, c'est quoi FSR? Parce que moi, je vois SFR, c'est Special Function Register. FSR, je ne sais plus ce que c'est. Mais là, effectivement, on déplace un littéral de 12 bits. Donc là, effectivement, il nous faut deux mots mémoire, enfin deux mots d'instruction, pour arriver à écrire ça. Mais sinon, voilà, ADLW, nanana, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Voilà. Et ensuite, cette partie-là qu'on ne parlera pas du tout, enfin dont on ne parlera pas du tout, qui est les opérations de mémoire programme, enfin ouais, de mémoire programme et de mémoire donnée. On n'en parlera pas.
Alors du coup, ces instructions-là, ce qui est intéressant à voir, c'est un petit peu comment elles sont construites. Donc je vais revenir par exemple sur le plus simple, c'est avec les opérations littérales. Ce qu'on voit, c'est que l'opcode, il est sur 8 bits, et la valeur à stocker, elle est sur 8 bits. Ok. Bon, on revient là-dessus, hein. Si vous regardez, paf, on a toujours 8 bits ici. La seule exception, effectivement, qu'on avait dite, c'est LFSR. Et puis le move LB, mais au final, moi j'aurais tendance à considérer plutôt que là, ça peut être que des. Enfin, ça, vous pourrez considérer ça comme étant des cas, mais c'est juste qu'on fait une valeur comprise entre 0 et 15. Quoi. Ça revient même. Mais voilà. Donc effectivement, l'opcode sur 8 bits et le littéral sur 8 bits. Vous pouvez vous amuser hein, à chercher là-dedans. Jamais vous trouverez des instructions qui ont la même combinaison au départ. Voilà. Ok, toc. En fait, ce qu'il faudra regarder, c'est sur les 8 premiers bits, parce que le plus long opcode possible, c'est celui-là sur 8 bits. Donc, voilà. À partir de là, vous pouvez confirmer qu'il n'y a aucun opcode qui se ressent. Le call et le goto, regardez comment il fonctionne. Du coup, on a l'opcode, on a le début de l'adresse, on a la suite de l'adresse sur le deuxième mot, et puis un qu'on a évoqué pour faire en sorte que c'est compris comme un op. Donc ça, c'est le goto, ça c'est le call, et ça c'est le bras. Ouais, le bras il est là, pardon. Il est juste l'avant-dernière ligne. Le bras, est-ce que vous voyez c'est quoi en dessous on a le branch if carry, hein, donc c'est un saut conditionnel aussi. Qu'est-ce que vous remarquez la différence entre le goto et le bras? Le goto et le bras. Le bras il est que sur un mot. Okay, le bras n'utilise que 16 bits alors que le goto utilise 32 bits. 2 mots. On va comprendre pourquoi plus tard. Okay, mais du coup, ça veut dire que déjà ces deux instructions de saut sont similaires mais pas identiques. Qu'est-ce qu'on a pour les opérations orientées octet? Il y a les 8 bits F qui permettent de stocker l'adresse du registre, ça on est d'accord. Il y a 6 bits d'opcode qui permettent d'indiquer l'instruction. Est-ce que je fais est-ce que je fais quoi d'ailleurs? Un AND, un XOR, chose comme ça. Et ensuite, on a deux autres bits qui sont là, D qui permet de savoir si le résultat je vais stocker dans W ou dans F, et A qui me permet de dire si j'utilise Access Bank ou BSR. Ok. Donc tout est codé là-dedans. On a les opérations déplacement d'un registre, d'un registre vers un autre. Et là on utilise MoveFF. Alors du coup, si j'utilisais un registre 8 bits et un registre, dont l'adresse est 8 bits et un registre dont l'adresse est 8 bits, dans tous les cas il me faudrait deux mots. Enfin, deux instructions. D'accord? Donc en fait, ce que Microchip a sûrement profité, c'est de faire un déplacement non pas avec des adresses 8 bits et 8 bits, mais 12 bits et 12 bits. Okay, je vous rappelle très vite fait, hein, mais une variable, vous avez soit sa version adresse 8 bits, qui est juste l'adresse de cette variable-là dans la banque, soit sa version adresse 12 bits, qui est son adresse dans l'intégralité de la mémoire. Okay. Donc là, en fait, pour déplacer vraiment une variable depuis n'importe où de la mémoire vers n'importe où dans la mémoire, et ben, les deux opérandes sont des opérandes 12 bits, pour stocker l'adresse sur 12 bits. Et puis pour finir, les instructions orientées bits, où là on a toujours l'opcode, cette fois-ci sur 4 bits. On a toujours l'adresse du registre sur 8 bits, et sauf que cette fois-ci, on a la valeur B, qui est le numéro du bit, qui est codé sur combien de bits? 3, pourquoi 3? Avec 3, je peux numéroter de combien à combien? Pas 8, 0 à 7. 0 à 7. Je peux stocker de 0 à 7. Et comme par hasard, j'ai le bit 0, le bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Donc ça me permet de vraiment choisir le numéro du bit. Il est vraiment encodé en binaire dans l'instruction. Ok. Ok, alors du coup, l'idée, on a déjà fait ça un petit peu en TP, c'est que si vous voulez comprendre l'assembleur, si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne le système, c'est à vous de vous faire un petit projet, un petit programme. Vous faites juste un if, vous faites juste un for, vous faites juste une fonction vraiment C, très basique, n'importe quoi. Vous vous mettez en mode debug, parce qu'en mode debug, vous aurez les labels si jamais vous en avez mis. Et on va voir la mémoire programme. Et comme ça, vous allez comprendre vraiment comment fonctionne la conversion du C déjà vers l'assembleur, et puis comment fonctionne le processeur, le CPU, plus précisément. Okay,
Donc ça, voilà, c'est à vous d'aller voir ça si vous voulez comprendre un peu plus de choses par vous-même. De toute façon, tant que vous êtes avec le simulateur, vous n'allez rien casser, hein, donc allez-y, quoi. Et donc, l'objectif qu'on va se donner, nous, alors, on ne va pas tout faire aujourd'hui, mais ça va être de coder ça en assembleur. Okay. Donc on a un programme qui est un petit peu long, mais pas tant que ça, et on va essayer de se le faire en assembleur. Alors déjà, il y a des choses qu'on va pouvoir prendre en compte, c'est les dièses define. Comment est-ce que vous coderiez ça? Attention, il y a un piège. Ouais. Ah ouais. Une variable. C'est pas une variable? Ouais. Ça fonctionne pas comme un label? Non. Il y a un piège pour voir si vous avez suivi ce que j'ai dit en TP. Ça remplace le nom. Ça remplace, c'est un chercher-remplacer. C'est-à-dire qu'en fait, le dièse define, il ne faut pas essayer de le traduire en assembleur. Parce que d'abord, avant, il y aura une étape qui va faire partout où je vois task toggle, je remplace par 1. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le switch case que vous voyez à droite, avant de le traduire en assembleur, il faut déjà le retraduire en switch state, case 1, case 2, case 3. Okay. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de passer par des variables, des choses comme ça. D'accord? Ça, je voulais insister là-dessus parce que vous allez retrouver ça. Enfin, c'est un truc sur lequel on pourrait se péter les dents. Okay. Mais en fait, vous rassurez-vous, on ne va pas y aller de but en blanc comme ça. Ce code-là, il a été pensé parce que justement, on va essayer de voir un petit peu chacune des instructions, un petit peu partout, qui sont intéressantes. Et on va donc le traduire ce programme-là étape par étape. Ok. Première étape, par exemple, c'est voilà, les fonctions, elles vont être écrites majoritairement en C, le code va majoritairement être écrit en C. Parfois, on va l'écrire en assembleur. On va l'écrire en assembleur pour certaines raisons, principalement de la performance. Alors là où on va essayer de gagner des performances, c'est dans une boucle, par exemple, parce que vous gagnez une instruction dans une boucle, et ben en fait, si vous la faites 1 milliard de fois, vous allez gagner 1 milliard de cycles. Donc ça, c'est intéressant. Autre moment, on va essayer d'écrire un assembleur. C'est pas forcément dans une boucle, mais dans des événements sur lesquels vous voulez avoir un temps de réaction ultra court. Donc, par exemple, une interruption, et vous pouvez tout écrire en assembleur dans l'interruption pour pouvoir essayer de traiter l'événement le plus rapidement possible. Okay. Mais sinon, majoritairement, on reste en C. Il y a des possibilités, comme on l'a vu en TP déjà, de mélanger l'assembleur. Donc soit avec la fonction ASM, guillemets, et vous écrivez une instruction d'assembleur, soit avec carrément un bloc assembleur que vous pouvez écrire entre les balises dièse ASM et end ASM. Ouais. Je me suis demandé ça hier. Quand on utilise ASM et les guillemets, ouais. On écrit exactement comme c'est marqué là, comme on écrirait en assembleur. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et puis avec les balises, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que la fonction ASM, tu n'écris qu'une seule instruction. Là, avec le système de balises, ici, je mets des balises parce que ça ressemble un petit peu à du HTML, par exemple. Là, tu peux en écrire plusieurs. Voilà, donc ça, par exemple, écrire le contenu de la fonction, c'est pas hyper compliqué en assembleur. Okay. S'il y a un truc, enfin voilà, cette instruction-là, on a parlé de l'instruction justement, oui, ça j'aurais dû vous demander, le toggle, mais qui permet de changer l'état d'un bit, et donc du coup il y a la fonction BTG, bit toggle, une file qui permet de toggle le bit numéro 4 du registre lat A. Ok. On verra comment on fait les appels de fonction plus tard. Là, c'était vraiment juste le corps de la fonction. Il y a un truc que j'ai pas évoqué là ici, c'est ça. Static char state. Alors static, c'est un mot-clé particulier. Char state, je pense que vous voyez ce que ça fait. C'est une variable. C'est pas une chaîne de caractères. Sur 8 bits. C'est un octet, c'est une variable sur 8 bits. Ok. Le mot, je l'attends, mais il est toujours pas venu. C'est quoi ça? Si j'écris char state, c'est une déclaration de variable. Ok. Ça fait quoi une déclaration de variable? Est-ce que vraiment il y a du code associé à ça? Quand vous déclarez une variable, il n'y a pas de code associé. D'accord? En tout cas, pas directement. Ce que vous faites en faisant char state, vous indiquez que vous allez occuper une case en mémoire de la taille d'un octet. D'accord? Et vous l'appelez state. Mais il n'y a pas d'instruction qui est dédiée à ça. Là devant, on rajoute statique. Statique, vous verrez ça en 2A, vraiment l'impact, c'est-à-dire que je fais une allocation statique, c'est-à-dire que ça, je le stocke dans la mémoire programme. Enfin, pas la mémoire programme, pardon. Enfin bref,
On verra ça. Mais du coup... Attends, non mais en fait j'ai un doute sur le pic. Pour moi... Ouais, j'ai un doute en fait. Ouais, j'ai carrément un doute. Quand t'écris en fait, quand vous écrivez du code C classique, ça c'est ce que vous faites en 2A, vous écrivez une variable classique, la variable n'existe pas dans l'exécutable. Okay. Par contre, si vous écrivez statique, votre variable existera dans l'exécutable. Donc c'est-à-dire que si vous avez plein de variables statiques dans votre exécutable il grandit en taille. Okay. Et bref, on verra ça. Bah, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est plus la fonction de la variable statique. Si j'écris une fonction, cette fonction-là, elle a une variable que j'appelle A, char A, et une autre fonction que j'appelle static char B. Les deux, je les initialise à 0. Et les deux, je fais A++ et B++. Ok, ça c'est ma fonction. Dans mon main, j'ai un while 1, et dans le while 1, la seule chose que je fais, c'est appeler foo, ma fonction. Ok, jusque là? La première fois que je rentre dans ma fonction foo, que vaut A à la fin? 1. Ok. La deuxième fois que je rentre dans ma fonction foo, que vaut A à la fin? 1. La troisième fois que je rentre dans la fonction foo? Toujours 1. Toujours 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, une variable locale, comme ça, elle se crée, elle est allouée à chaque fois que vous rentrez dans la fonction, elle est désallouée, elle est supprimée à chaque fois que vous quittez la fonction. Ok? Une variable statique, vous avez réservé un espace statique qui ne peut pas bouger. Donc c'est-à-dire que la variable existe tout le temps. Ok? Donc la première fois que vous rentrez dans la fonction, que vaut B à la fin? 1. La deuxième fois que vous rentrez dans la fonction, que vaut B à la fin? 2, et ainsi de suite. Okay. Donc en fait, une variable statique par opposition à une variable non statique, c'est une variable qui va conserver sa valeur entre les différents appels de fonctions. En fait, la différence, c'est ce qu'on appelle la durée de vie de la variable. La durée de vie de la variable, on appelle ça aussi le scope, c'est les accolades. Okay. Sauf pour une variable statique. Une variable statique, sa durée de vie, c'est celle du programme. Ok. Ouais. Par contre, elle n'est pas connue du main. Par contre, par opposition à une variable globale que j'aurais faite ici, char C, effectivement, la différence entre une variable non statique locale, une variable locale non statique comme A, une variable locale statique comme B, la différence est la durée de vie. Okay. Le point commun, c'est ce qu'on appelle la portée. Effectivement, la visibilité n'est connue que par la fonction foo. Ça reste une variable statique locale pour la fonction. Et effectivement, une variable globale, sa durée de vie, c'est celle du programme. En fait, vous ne le savez pas, mais implicitement, une variable globale, c'est une variable statique. Et aussi, une variable globale a la différence, c'est que sa portée, c'est tout ce qu'on appelle l'unité d'exécution, donc tout le fichier C. Okay. Vous pouvez l'étendre à tout votre programme, éventuellement. Mais de base, c'est tout votre fichier C. Ok. Et donc, voilà, l'idée, en fait, c'est ici de dire, quand je crée une variable statique, en fait, je réserve de l'espace en mémoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait en assembleur dans les délais. Et ben, c'est, j'ai désigné la section, j'ai désigné la banque, et j'ai dit que state, je prends un espace en mémoire. Ok. Un octet en mémoire. Donc c'est comme ça que je fais la déclaration statique. Donc en fait, là l'idée c'est de ne pas utiliser la stack. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous comprendrez plutôt en 2A. Parce que là, voilà, il y a plein de notions qui commencent à s'imbriquer un petit peu avec l'architecture des ordinateurs. Et tant que vous n'aurez pas fait, voilà, il y a une partie forcément que vous n'allez pas forcément comprendre du premier coup. Ok. Et là du coup, maintenant, ça va être à vous de bosser. On a un premier jeu d'instructions là que je vous demandais de traduire en assembleur. Donc vous avez 3 affectations qui sont ici. Comment vous réalisez ça? Il n'y a pas une seule bonne réponse, hein, il peut y en avoir plusieurs.
À vous de me dire ce que vous me proposez.